Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde qui vous entoure n'est peut-être pas exactement ce qu'il semble être? Que tout, vos choix, vos souvenirs et même qui vous êtes, peut être beaucoup plus fragile et discutable que vous ne le pensez? Cette idée troublante est à la base de certaines des théories philosophiques les plus provocantes. Celles qui nous poussent à remettre en question non seulement la réalité, mais aussi la raison d'essayer de la comprendre. La philosophie a en effet un pouvoir unique. Elle nous fait passer pour des génies éclairés lorsque nous entrevoyons une nouvelle idée. Et, en même temps, elle nous plonge dans un abîme de doute où tout semble nous glisser entre les doigts. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 théories philosophiques qui peuvent littéralement vous faire perdre la tête. Il s'agit de concepts qui remettent en question les certitudes les plus élémentaires sur la réalité et qui, si l'on y réfléchit trop, peuvent changer complètement notre façon de voir le monde. Prenez le temps de respirer. Comment vous sentez-vous en ce moment ? Êtes-vous sûr que l'endroit où vous vous trouvez, les gens qui vous entourent ou même votre existence sont réels ? N'en soyez pas si sûr. Préparez-vous à un voyage aux confins de la raison, où chaque théorie vous fera faire un pas de plus dans ce labyrinthe de possibilités. Au bout du compte, la seule chose que vous retiendrez de ce voyage est une question. Savons-nous vraiment quelque chose ? Imaginez que vous vous réveillez un jour avec une idée fixe. Et si tout, ce qui m'entoure était une illusion. Ce sentiment déconcertant a un nom, le solipsisme. Le solipsisme est l'une des théories philosophiques les plus anciennes et les plus dérangeantes, née de la question. Que puis-je dire avec une certitude absolue ? Pour de nombreux philosophes, la réponse est que nous ne pouvons être sûrs que d'une chose, notre propre existence en tant qu'être conscient. Après tout, le fait que vous pensiez, que vous ressentiez et que vous soyez ici en ce moment même est indéniable. Mais au-delà, tout le reste, le monde, les gens et même le temps pourrait être une création de votre esprit. Cela vous semble extrême ? Considérez ceci. Nos sens, qui sont chargés d'interpréter le monde, sont limités et parfois trompeurs. Avez-vous déjà fait un rêve si réel que vous vous êtes réveillé confus, croyant qu'il s'était réellement produit ? Pendant quelques instants, le rêve a été le seul monde qui existait pour vous. Pensez maintenant que ce que nous appelons réalité n'est peut-être qu'une version plus élaborée de ce rêve, quelque chose que notre esprit a créé pour nous réconforter ou peut-être nous tromper. Cette théorie n'est pas l'apanage des philosophes modernes. René Descartes, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, a commencé son voyage philosophique par un doute radical. Il s'est demandé « Et si un génie malfaisant manipulait ma perception du monde, me faisant croire que tout cela est réel alors que ce n'est pas le cas ?» C'est de ce doute qu'est née sa célèbre conclusion. « Je pense, donc je suis ». Mais même Descartes, qui croyait au jeu, n'a pas pu prouver que le reste du monde était plus qu'une construction mentale. Ce qui rend le solipsisme si déconcertant, c'est qu'il vous place au centre de l'univers, mais à un certain prix. S'il est vrai, cela signifie que vous êtes complètement seul. Vos amis, votre famille et même le bruit de la circulation à l'extérieur ne seraient que des créations de votre propre esprit. Des projections faites pour combler le vide d'être isolé dans un univers solitaire. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Comment pourriez-vous savoir si c'est vrai ? Peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé si le monde qui vous entoure était réel, parce qu'il vous semble cohérent et tangible. Mais comment pouvez-vous prouver que tout ce que vous voyez, entendez ou touchez n'est pas simplement une interprétation générée par votre propre esprit ? Et voici le coup le plus dur pour cette théorie. Si le solipsisme est réel, non seulement le monde qui vous entoure cesse d'exister comme vous le pensiez, mais il devient un miroir. Tout, des paysages que vous admirez aux personnes que vous aimez, peut être une manifestation de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez ou de ce que vous craignez. La vérité est que le solipsisme, bien que presque impossible à prouver, est tout aussi impossible à réfuter. Il nous fait regarder la vie sous un nouvel angle. Si rien n'est certain en dehors de moi, alors que signifie vraiment exister ? Avant de se perdre dans ces questions, un autre doute encore plus radical surgit. Et si vous n'étiez même pas réel ? Cela nous amène au niveau de provocation philosophique suivant. La théorie du cerveau dans une fiole, ou même votre propre conscience pourrait être une illusion. Si nous ne pouvons pas faire confiance au monde qui nous entoure, pouvons-nous au moins faire confiance à ce que nous appelons notre propre esprit ? Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie.
Imaginez que vous vous réveillez un jour, mais que tout vous semble artificiel. Le monde est là, votre maison, votre travail, les gens que vous aimez. Mais quelque chose ne va pas. Vous avez l'impression qu'une main invisible contrôle tout. Telle est l'essence de la théorie du cerveau dans une cuve, une provocation philosophique qui nous invite à imaginer le scénario suivant. Et si vous n'étiez qu'un cerveau flottant dans un laboratoire, connecté à une machine qui simule toutes vos expériences? Tout. Ce que vous voyez, entendez, ressentez ou vous souvenez serait une illusion créée par des impulsions électriques. Cette idée, popularisée par le philosophe Hilary Putnam, est comme une version technologique du solipsisme. Dans le solipsisme, le doute est interne. Tout. Ce qui m'entoure est une construction de mon esprit. Dans le Brain Inavat, le danger se situe à l'extérieur. Ici, vous n'êtes pas l'architecte de l'illusion, mais un prisonnier de celle-ci. Pensez au mythe de la caverne de Platon, où les gens ne voyaient que des ombres sur le mur, croyant qu'elles étaient la réalité. Ou encore au dilemme de films comme La Matrice. Choisirions-nous de quitter la simulation pour affronter la dure vérité, ou préférerions-nous rester dans l'illusion confortable? Le plus troublant dans cette théorie n'est pas seulement l'idée que le monde qui nous entoure peut être faux, mais ce qu'elle dit de nous. Si tout est manipulé, y compris vos souvenirs, vos choix et vos désirs, où est votre liberté? De plus, si la simulation est parfaite, que signifie la réalité? Si vous croyez vivre quelque chose, n'est-ce plus réel pour vous? Ce doute peut sembler paralysant, mais il est aussi révélateur. Brain Inavial nous oblige à nous confronter à ce qui compte vraiment. La valeur de la vie réside, elle, dans l'authenticité absolue ou dans la manière dont nous la vivons? Si tout n'était qu'illusion, mais que l'on pouvait tout de même ressentir de la joie, de la tristesse, de l'amour, cela ne donnerait-il pas un sens à notre expérience? Et c'est là qu'intervient une réflexion cruciale. Même si vous étiez un cerveau flottant dans une machine, réagissant à des stimuli artificiels, vous seriez toujours vous. Car la réalité est peut-être discutable, mais la façon dont vous la vivez est unique. Cette théorie nous invite donc à nous interroger non seulement sur ce qui est réel, mais aussi sur la manière dont nous choisissons de donner un sens à notre expérience, même au milieu de l'incertitude. Ce doute nous amène à la question suivante. Si même la réalité extérieure n'est pas fiable, notre identité est-elle au moins solide? Ou sommes-nous aussi en train de nous reconstruire en permanence? C'est ce que le bateau de Thésée nous met au défi de découvrir. Imaginez un navire majestueux, construit dans la Grèce antique, connu sous le nom de bateau de Thésée. Pendant des années, il a navigué sur les mers, bravé les tempêtes, transporté des héros et assisté au déroulement de l'histoire. Mais comme tout objet, ces pièces ont commencé à s'user. Tout d'abord, une planche de la coque a été remplacée, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que, au fil des décennies, il ne reste plus aucune pièce d'origine. Et aujourd'hui, s'agit-il toujours du même navire que celui qui a pris la mer à l'origine? Ou, à un moment donné, a-t-il cessé d'être le navire de Thésée? Ce dilemme, qui semble être une simple curiosité, touche en fait au cœur de l'une des plus grandes questions philosophiques, l'identité. Si chaque pièce du navire a été changée, qu'est-ce qui fait qu'il est? Ce qu'il est? Sa forme? Sa fonction? Ou quelque chose de plus subtil, presque intangible? Arrêtez-vous et regardez-vous. Tout comme le bateau de Thésée, vous êtes en constante évolution. Chaque cellule de votre corps se renouvelle au fil des ans. Des études montrent que, tous les 7 ans, presque toutes les cellules de notre corps sont remplacées. Le cerveau que vous utilisez aujourd'hui pour penser est, d'un point de vue biologique, presque étranger à celui que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Mais le corps n'est pas le seul à changer. L'esprit aussi est fluide. Vos souvenirs, qui semblent si solides, sont reconstruits chaque fois que vous y accédez. Les émotions, les contextes et même de nouvelles informations peuvent les modifier. La psychologie moderne affirme que notre identité n'est pas quelque chose de fixe, mais un récit que nous construisons continuellement. Prenons l'exemple d'une longue relation, une amitié de plusieurs décennies ou un mariage. Vous avez tous deux changé. Vos goûts, vos valeurs et vos expériences se sont transformés au fil du temps. Si ceux qui vous liaient au début n'existent plus, qu'est ce qui maintient la relation en vie? Carl Jung pensait que la psyché humaine était comme ce navire, toujours en train de se reconstruire. Il considérait ce flux comme essentiel à notre voyage. Pour Jung, le moi n'est pas quelque chose de fixe, mais un processus d'évolution continue. Sa théorie de l'individuation,
qui parle du chemin à parcourir pour devenir notre version la plus complète, est construite sur cette idée de transformation constante. Mais pour certaines personnes, ce concept peut être décourageant. Après tout, si nous changeons constamment, qui sommes-nous vraiment ? La réponse réside peut-être dans l'acceptation du fait que l'identité n'est pas un point fixe, mais une danse entre ce qui a été et ce qui est à venir. Le bateau de Thésée n'est pas un objet statique, mais un symbole du potentiel humain à se transformer, à s'adapter et à continuer à être, même lorsque toutes les parties changent. Et si vous regardez votre vie, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une métaphore lointaine. Pensez à vous lorsque vous étiez enfant. Quels étaient vos rêves ? Quelles étaient vos peurs ? Regardez, vous aujourd'hui. Certaines parties de cet enfant vivent encore en vous, mais tant d'autres ont changé. Et pourtant, vous êtes toujours vous. Ce que cette théorie nous enseigne, ce n'est pas seulement le changement, mais aussi la continuité. L'idée que, même si les parties sont remplacées, il y a quelque chose dans l'essence, une fonction, une mémoire, une histoire, qui nous relie à ce que nous étions. Mais voici la provocation. Et si cette essence était également modifiable ? Cela nous amène à une nouvelle question. Devenons-nous tellement de versions différentes de nous, même au cours de notre vie, qu'à un moment donné, nous cessons d'être ce que nous étions ? Ces questions nous poussent à réfléchir à ce que signifie être et nous préparent à la théorie suivante, le réalisme structurel. Après tout, si même notre identité semble échapper à une définition solide, que pouvons-nous dire du monde qui nous entoure ? Sommes-nous réellement connectés à ce qui est réel ou ne faisons-nous qu'interpréter ce que nous pouvons percevoir ? Avez-vous déjà pensé que tout, ce que nous appelons réalité, pourrait n'être qu'un ensemble d'interprétations ? Il ne s'agit pas d'une description de ce qu'est le monde, mais de la façon dont il nous apparaît. Telle est l'essence du réalisme structurel, une théorie qui nous met au défi d'accepter que nous ne connaissons jamais les choses elles-mêmes, mais seulement les relations et les modèles que nous pouvons observer. Prenons l'exemple des atomes. Il y a plus d'un siècle, ils étaient considérés comme de minuscules boules solides, les unités fondamentales de la matière. Mais au fur et à mesure que la science a progressé, cette idée a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus complexe. Nous avons découvert que les atomes ont un noyau entouré de particules qui se déplacent selon des schémas imprévisibles. Plus tard, nous avons appris que ces particules ne sont même pas des objets au sens traditionnel du terme, mais plutôt des ondes ou des champs, selon la façon dont nous les mesurons. Ce que nous pensions être solide était en fait vide, et notre perception n'était qu'une simplification commode. Cette idée que nous ne pouvons accéder qu'à la coquille de la réalité se retrouve dans toute la science. Nous ne connaissons pas les choses telles qu'elles sont réellement, mais seulement les effets et les interactions que nous pouvons mesurer. Mais qu'en est-il si nous ne pouvons jamais aller au-delà de ces apparences ? Notre perception nous donne, est-elle la vérité, ou seulement ce que nous sommes capables d'interpréter ? C'est ici que le mythe de la caverne de Platon prend tout son sens. Imaginez des personnes enchaînées depuis leur naissance dans une grotte où tout ce qu'elles connaissent sont des ombres projetées sur le mur. Pour eux, ces ombres sont la seule réalité. Mais que se passerait-il si l'un d'entre eux était libéré, sortait de la grotte et voyait le monde tel qu'il est réellement ? La lumière du soleil révélerait quelque chose de complètement nouveau, mais aussi de difficile à accepter. Platon suggère que nous sommes comme ces personnes. Nous vivons dans une caverne aux perceptions limitées, prenant des ombres pour la réalité. Les recherches menées par le neuroscientifique Donald Hoffman renforcent ce point de vue. Selon lui, notre perception n'est pas optimisée pour montrer la réalité objective, mais pour nous aider à survivre. Tout comme l'icône d'une poubelle sur un ordinateur ne représente pas les circuits et les commandes qui suppriment réellement les fichiers, nos sens sont des raccourcis. Ils nous permettent d'interagir avec le monde, mais ne nous montrent pas l'essence de ceux qui nous entourent. Maintenant, transposons cela à quelque chose de plus proche de nous. Pensez à un plan de ville. Elle montre les rues, les bâtiments, les points d'intérêt. Mais que ne montre-t-elle pas ? La texture des trottoirs, l'odeur des boulangeries, le bruit de la circulation. La carte n'est pas la ville. C'est une simplification, une structure créée pour faciliter la compréhension. Mais en se fiant à la carte, on oublie tout ce qu'elle laisse de côté. Le réalisme structurel nous oblige à faire face à cette lacune. Jusqu'où nos outils, qu'il s'agisse de cartes, de la science ou du langage, lui-même, peuvent-ils nous mener ? Et que perdons-nous en simplifiant le monde ?
Cette idée est explorée dans le film Arrival, dans lequel la linguiste Louise Banks tente de déchiffrer le langage d'extraterrestres qui ne perçoivent pas le temps comme nous. Pour eux, le passé, le présent et le futur existent simultanément. Au début, la mission semble impossible, car Louise et son équipe sont coincés dans la manière humaine d'interpréter le monde, linéaire et séquentiel. Mais au fur et à mesure qu'elle apprend le langage extraterrestre, quelque chose de fascinant se produit. Louise commence à percevoir la réalité différemment. Ce qui semblait être un obstacle insurmontable, notre structure mentale limitée, s'avère être le plus grand défi à relever pour comprendre l'univers. Cet exemple est puissant parce qu'il illustre ce que le réalisme structurel nous enseigne. Notre perception du monde n'est pas seulement limitée, elle est aussi façonnée par nos propres outils d'interprétation. Les lois que nous découvrons sont, elles vraiment la vérité? Ou ne sont, elles, que le reflet de notre perception du monde, tout comme la carte n'est qu'une version simplifiée de la ville? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle est aussi profondément pratique. Comment interagissons, nous les uns avec les autres? Que comprenons, nous des gens qui nous entourent? Les percevons? Nous avec sincérité ou interprétons? Nous toujours leurs actions et leurs paroles à travers des filtres dont nous ne nous rendons même pas compte? Le réalisme structurel et le mythe de la caverne nous poussent à nous interroger. Si même nos meilleurs outils ne nous donnent que des ombres, qu'est ce que la lumière? Existe-t-il un chemin au-delà de ce que nous pouvons mesurer et percevoir? Où sommes-nous piégés dans un cycle sans fin d'interprétation? Et si même ces ombres et ces reflets étaient illusoires? Et si la base même que nous utilisons pour comprendre la réalité était manipulée ou fausse? Cette question nous conduit au prochain défi. La machine à expérience, où le choix entre l'authenticité et l'illusion définit qui nous sommes. Imaginez que vous soyez confronté à un choix. Vivre une vie parfaite, pleine de joie, de succès et sans aucune souffrance. Mais tout cela au sein d'une simulation. Chaque sensation, souvenir et réalisation serait indiscernable de la réalité. À l'intérieur de cette machine, vous ne sauriez jamais que vous êtes dans un monde factice. Y entreriez, vous? Tel est le dilemme posé par la machine à expérience, une idée proposée par le philosophe Robert Nozick. Il a créé cette expérience mentale pour remettre en question l'un des piliers de la philosophie utilitariste, la poursuite du bonheur comme but ultime de la vie. Nozick nous pose la question suivante. Si tout ce que nous apprécions dans la vie pouvait être synthétisé artificiellement, cela suffirait-il? Pensez-y un instant, si tout, ce qui compte est de se sentir bien, alors la machine à expérience semble être la solution parfaite. Elle peut simuler l'amour le plus profond, la plus grande réussite, voire le sens le plus élevé. Mais la plupart des gens hésitent d'y entrer. Pourquoi? Selon Nozick, cette hésitation révèle quelque chose d'essentiel en nous. Nous apprécions plus que le simple plaisir. Nous voulons de l'authenticité. Nous voulons que nos expériences aient du poids, que nos choix comptent. En d'autres termes, nous ne voulons pas seulement vivre des moments heureux, nous voulons que ces moments soient réels. Cette théorie nous amène à réfléchir à la manière dont nous vivons dans le monde moderne. Sommes-nous déjà, d'une certaine manière, à l'intérieur de machines à expérience? Pensez aux médias sociaux, où les gens créent des versions parfaites d'eux-mêmes, soigneusement éditées et filtrées pour paraître plus heureux ou plus performants. Chaque like ou commentaire alimente un cycle de validation qui ne reflète souvent pas la réalité. Sommes-nous en train de nous déconnecter de l'authentique en échange d'un bonheur superficiel? Et ce n'est pas tout. La machine à expérience nous pousse également à remettre en question nos priorités. Cherchons-nous à vivre des expériences parce qu'elles ont une valeur réelle ou parce qu'elles nous permettent simplement de nous sentir bien dans l'instant? Comme l'a fait remarquer le philosophe Søren Kierkegaard, la recherche du plaisir immédiat peut nous éloigner d'un sens plus profond de l'existence. La discussion ne s'arrête pas là. Le cinéma et la littérature ont exploré cette idée dans diverses œuvres. Dans le film La Matrice, par exemple, Morpheus propose à Neo de choisir entre la pilule bleue, qui le maintiendrait dans une simulation confortable, et la pilule rouge, qui le réveillerait à la réalité brutale. La décision de Neo reflète ce que beaucoup d'entre nous veulent croire. Nous préférons affronter la vérité, même si elle est douloureuse, plutôt que de vivre dans le mensonge. Mais ferions-nous la même chose dans la pratique? Cependant, la machine expérimentale n'est pas seulement un dilemme éthique ou philosophique. C'est un miroir qui nous oblige à regarder en face la manière dont nous vivons nos vies, dont nous recherchons le bonheur et le sens, et dont nous choisissons souvent les raccourcis au détriment de l'authenticité.
Et voici la dernière provocation. Si vous saviez qu'il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour être pleinement heureux, mais que tout ce qui s'y rapporte n'est qu'un leurre, appuieriez-vous sur ce bouton ? Cette question est plus qu'une provocation théorique. C'est un appel à la réflexion sur ce qui compte vraiment. Car, en fin de compte, ce qui donne de la valeur à nos expériences, ce n'est peut-être pas seulement ce que nous ressentons, mais ce que nous vivons, la douleur, la lutte, la croissance qui les rendent uniques. Maintenant que nous avons exploré la tension entre l'authenticité et l'illusion, il reste une dernière question à aborder. Si nous ne pouvons pas faire entièrement confiance à la réalité, ni à notre propre perception, comment pouvons-nous trouver un sens dans un monde aussi instable ? Pour ce faire, nous devons nous pencher sur l'abîme philosophique le plus profond, l'idée du néant, le vide existentiel qui nous terrifie et nous transforme à la fois. Chaque théorie que nous explorons remet en question les fondements de ce que nous croyons être solide. Nous envisageons la possibilité que le monde qui nous entoure ne soit qu'une projection de notre esprit. Nous considérons que même nos souvenirs et notre identité sont constamment reconstruits. Nous regardons la science et réalisons que ce que nous appelons la réalité n'est peut-être qu'une interprétation commode, loin d'être la vérité absolue. Enfin, nous sommes confrontés au vide, non pas comme une absence, mais comme un miroir qui reflète le sens que nous choisissons de donner à la vie. Mais qu'est-ce que tout cela nous apprend sur nous, même sur le monde que nous habitons, de l'existence elle-même? Le plus grand avantage de ces théories n'est peut-être pas qu'elles répondent à nos questions, mais qu'elles élargissent notre capacité à nous interroger. Car, au fond, c'est l'acte de questionner qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui nous sort de la passivité de l'acceptation de tout ce qui est donné et nous met dans un état de recherche constante. Non pas pour obtenir des réponses définitives, mais pour comprendre qui nous sommes au milieu du chaos. Maintenant, arrêtez, vous, et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous perturbe le plus ? La possibilité que le monde soit une simulation ? Que vous soyez un cerveau dans une cuve ? Ou que votre identité n'est peut-être qu'une collection de souvenirs en constante évolution ? De plus, que ressentez-vous face au vide ? Est-ce la peur ? Ou y a-t-il une invitation cachée derrière cette peur ? Une invitation à créer du sens là où il n'y en avait pas. Et s'il n'y avait pas de vérité unique, cela invalide-t-il tout ce que nous vivons ? Ou bien la beauté de la vie réside-t-elle précisément dans son incertitude ? Pensez à la musique qui vous émeut, aux conversations qui vous marquent, aux moments qui vous font vous sentir vivant. Sont-ils moins réels parce que l'univers peut être une simulation ? Ou au contraire, sont-ils encore plus significatifs parce que vous avez choisi de leur donner de la valeur ? La philosophie ne nous dit pas ce qui est bien ou mal. Elle nous invite à regarder le monde avec des yeux curieux et à accepter que les réponses que nous cherchons ne viendront peut-être jamais. Et ce n'est pas un problème, car le vrai mystère ne réside pas dans la résolution de toutes les questions, mais dans le fait de vivre pleinement, même sans réponse. Et voici la dernière provocation. S'il n'y a aucun moyen de prouver que rien n'est vrai, alors tout ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de croire. Choisissez de questionner, choisissez de créer, choisissez de vous connecter. Le plus grand paradoxe est peut-être celui-ci, le vide que nous craignons tant n'est pas un ennemi. C'est une toile vierge qui attend d'être remplie par ce que vous décidez d'y mettre. Un geste d'amour, une quête de connaissance, un saut dans l'inconnu. Alors, que ferez-vous de ce vide ? La seule certitude, c'est qu'il vous attend. Laissez un commentaire. Si vous deviez choisir une de ces théories pour vivre, laquelle serait-ce ? Ou préférez-vous continuer avec toutes les questions ouvertes ? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.